Salut tout le monde, je pense que vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors série dans laquelle on va retracer l'évolution du hardware qui nous a permis l'arrivée de la 3D sur nos PC grand public. Pour illustrer tout ça, j'ai décidé de me baser sur les jeux type FPS, étant donné que c'est le genre de jeu qui a le plus souvent servi de vitrine technologique. La raison est simple finalement, c'est que c'est les jeux qui sont le plus immersifs, et ça grâce à la vue à la première personne. Parce que l'on n'incarne pas un personnage, on est directement ce personnage. D'ailleurs, même pour les dernières technologies, par exemple pour le ray tracing, Nvidia a déterré ce bon vieux Quake 2 pour faire une démonstration des capacités du ray tracing. En plus de ça, grâce à cette approche, cette vidéo sera sur un site dédié aux jeux vidéo, il s'agit de Aria Gaming. C'est un site qui a un projet qui est plutôt intéressant, c'est pour ça que je vous en parle et il a une manière d'aborder le jeu vidéo que j'aime beaucoup. Sur ce site, ça parle aussi un petit peu de hardware et c'est pour ça que je suis là en train de faire cette vidéo. Bref, c'est super intéressant, si vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description, je vous y mets le lien. Dans cette vidéo, je vais passer rapidement sur les machines les plus anciennes dans les années 70-80, ça va être très rapide, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de 3D à cette période-là, mais j'en parle juste parce qu'il y avait quand même des FPS qui sont sortis sur ce genre de machine. Et ça permettra aussi de comparer ce qu'étaient les FPS avant réellement l'arrivée de la 3D. Allez, ça suffira pour l'introduction, on passe à la vidéo. On commence en 1973 sur le Xerox Alto. J'ai trouvé très peu d'informations sur son hardware, je sais simplement qu'il fonctionne sur 4 bits. Sur cette machine qui est plutôt archaïque par rapport à ce que l'on a de nos jours, on a un jeu qui est sorti qui s'appelle Maze War. Il est considéré comme le tout premier FPS et vous pouvez voir que les graphismes sont très basiques. Je sais même pas si on peut vraiment parler de 3D. Le gameplay est plutôt simple, on se balade dans un labyrinthe sur un plan unique et de temps en temps on croise des ennemis. On est plus près de la diapo d'ailleurs que du jeu vidéo. Vraiment c'est de l'image par image, ça avance très lentement. On passe maintenant directement en 1987, on fait un énorme bond en avant, étant donné qu'il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent entre temps. On passe sur MIDI Maze qui est sorti sur Atari ST. Il a embarqué un tout petit processeur Motorola D6800 qui était cadencé, accrochez-vous bien, de 8 MHz à 12 MHz. On peut dire que ça a évolué à ce niveau-là, mais pour la RAM c'est pareil, écoutez bien. En fonction des modèles d'Atari ST, on avait de 512 kilo-octets à 4 mégaoctets de mémoire. Bref, vraiment ça n'a rien à voir avec ce que l'on a de nos jours. Mais malgré tout, vous pourriez être surpris de ce qu'est capable de faire cette machine. Ces avancées au niveau hardware proposées par le Atari ST nous permet d'avoir un jeu qui est bien plus fluide, c'est fini l'effet diapo, le jeu reprend les bases de Maze War, on a une 3D qui est plus convaincante même si on n'est plus sur de la 2D qui ressemble à de la 3D. Le jeu est fluide et pas simplement fait de bâtons, on a des couleurs, c'est bien plus agréable. Et tout ça grâce à ce petit processeur Motorola. Même s'il n'y a rien de fou, on est juste dans un labyrinthe avec des murs sans texture, c'est pas incroyable mais c'était déjà pas mal pour l'époque. Il faut savoir que c'est aussi le tout premier FPS où on pouvait faire du multijoueur, déjà à l'époque on pouvait se faire des deathmatch entre potes. On passe maintenant en 1989 étant donné qu'on a une avancée plutôt importante au niveau des processeurs à cette période-là. Cette avancée, c'est Intel qui nous l'a proposée grâce à son nouveau socket, le 486. La grosse avancée sur ces processeurs, c'est l'intégration de ce que l'on appelle un FPU, une unité de calcul à virgule flottante. Auparavant, ça existait déjà, mais c'était sur ce que l'on appelait des coprocesseurs, un petit processeur secondaire. Avec cette génération, c'est directement intégré dans le processeur. Je vais pas entrer dans le détail, je vais prendre des gros raccourcis, mais l'ajout des calculs en virgule flottante a permis d'économiser énormément de bandes passantes. C'est pas réellement cette avancée qui nous a permis d'avoir de la 3D, mais c'est sur cette génération de matériel qu'on a commencé à réellement avoir de la 3D. Il faut savoir que sur cette plateforme, on n'avait pas uniquement Intel, il y avait d'autres fabricants tels que Cyrix ou encore AMD. Ils ont tous proposé des processeurs équipés de FPU, ce qui nous a permis d'avoir une gamme de prix assez large finalement. Par exemple, Cyrix c'était plutôt les processeurs entrée de gamme, AMD on serait plutôt sur le milieu de gamme à cette période-là, et ensuite Intel proposait les 486, généralement les plus performants. Il y avait même d'autres fabricants de processeurs qui utilisaient ce socket, typiquement il y avait même des processeurs IBM. Je vais passer rapidement sur les cartes graphiques parce qu'à cette période-là, finalement, elles faisaient pas grand-chose. C'était le processeur qui faisait quasiment tout. Les cartes graphiques servaient principalement à afficher l'image à l'écran ainsi que d'appliquer la couleur sur les pixels. On avait généralement des cartes graphiques qui se branchaient sur des ports ISA qui avaient peut-être 1 mégaoctet de mémoire et encore souvent c'était une simple mémoire dite frame buffer. Et d'ailleurs, pour les cartes graphiques, à cette époque, on utilisait par exemple des marques telles que IBM, il y avait déjà ATI qui était présent, il y avait Trident et il me semble qu'il y avait déjà Matrox aussi. Mais bref, leur rôle n'était pas très important, c'était principalement le processeur qui faisait le travail.
Ces avancées au niveau hardware vont permettre d'avoir une 3D qui est plus aboutie, notamment sur les tout premiers FPS de ID Software qui sont sortis entre 91 et 92. Par exemple, les images que vous voyez là nous viennent de Overtank 3D, un des tout premiers jeux de ID Software. On a une 3D qui ressemble plutôt à ce qu'on avait sur Midimay, c'est plutôt un effet 3D avec des murs sans texture. Je vais donc pas m'étaler dessus, on passe rapidement au jeu suivant, à savoir Catacomb 3D. Je pense que vous voyez déjà la différence, c'est l'apparition des textures. C'est un petit détail, mais ça a une énorme importance, ça apporte un vrai plus. Pour le reste, on reste sur le même principe, c'est-à-dire qu'on se déplace sur un seul plan et on a des murs qui sont élevés, ça ressemble plus à de la 2D qui donne un effet de 3D, malgré tout c'est plutôt convaincant. Et bien entendu, c'est impossible de parler des FPS de ID Software de cette époque-là sans parler de Wolfenstein 3D. Mais en réalité, j'ai pas y passé énormément de temps parce que finalement, les bases étaient déjà là, que ça soit sur Catacomb 3D ou encore Overtank 3D. En gros, ils améliorent juste la formule et profitent de la puissance en plus proposée par les processeurs de l'époque pour ajouter plus de détails. On a des éléments de décoration en plus, on a beaucoup plus d'adversaires, des bonus à ramasser, etc. Bref, c'est plus abouti, mais sur la base, c'est la même chose. On évolue sur un plan unique avec des murs qui sont élevés avec un effet de 3D. Malgré tout, ça reste plutôt basique, donc je vais pas m'étaler plus que ça sur ce jeu. Avec Wolfenstein 3D, finalement, on voit qu'ils ont amélioré petit à petit la formule jusqu'à avoir une 3D qui commence à être quand même intéressant pour l'époque. Malgré tout, ça reste basique, on a énormément de 2D, tels que les ennemis, les bonus, les armes, etc. Les décorations aussi. On a juste des murs qui sont en 3D, et encore, il s'agit simplement de textures mises à la verticale. Mais vous allez voir que sur les jeux toujours proposés par ID Software qui sont sortis un petit peu après, on fait un bond en avant qui est juste énorme. On passe maintenant en 1993 et 94 avec les célèbres Doom 1 et 2. C'est vraiment les jeux qui ont consacré John Carmack et Romero. Pour ce qui est de la 3D et des graphismes, on se rend clairement compte qu'on est un cran au-dessus. On a Doom qui utilise le Doom Engine de ID Software. Ce jeu d'ailleurs, il a tellement marqué le style du FPS qu'à cette époque-là, on parlait pas de FPS, on parlait directement de Doom-like. Ce qui saute aux yeux déjà, c'est que contrairement à Wolfenstein, on n'évolue pas sur un plan unique. On a des escaliers, des ascenseurs. Le jeu est bien plus, vertical. Au niveau hardware, pour cette période-là, on a l'arrivée des premiers Intel Pentium, avec les Pentium Pro et les MMX pour le grand public. Et c'est des processeurs qui sont des simples améliorations des processeurs précédents, il n'y a pas vraiment de révolution, c'est assez proche des 486, donc je vais pas m'étaler dessus. En revanche, du côté des cartes graphiques, ça commence à être un peu plus intéressant. Du côté d'ATI, on a par exemple la Max 64 avec 8 MO de mémoire EDO et une interface en 24 bits. D'ailleurs, certains modèles comme la Max 64 proposent déjà de l'accélération matérielle sur 64 bits. Sinon, on a encore la Matrox Ultima qui proposait des couleurs en 32 bits et une accélération 2D, et ça à l'aide de sa puce MGA 64 bits. Il faut savoir qu'à cette période, Matrox était très apprécié parce qu'ils proposaient des très bons produits et leur solution d'accélération 2D était vraiment très performante. Malgré tout, ça reste le processeur qui fait le gros du travail. À cette période-là, si on veut avoir des bonnes performances dans un jeu, il faut avant tout un bon processeur. Toutes ces avancées permettent encore une fois d'avoir un vrai bond en avant pour ce qui est de la 3D. On a une 3D qui est bien plus convaincante, on a encore certains éléments qui sont en 2D tels que les ennemis, les bonus, certains éléments du décor, mais vraiment c'est un vrai pas en avant. On peut dire que John Carmack et John Romero sont vraiment des génies. Pourquoi je parle de génie? Tout simplement car cette 3D que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas encore de la vraie 3D. Visuellement c'est de la 3D, mais en pratique ça ne l'est pas tout à fait. Je trouve ça vraiment surprenant. La raison est simple, c'est que le hardware de l'époque a encore du mal à faire de la vraie 3D. Il faut donc créer un moteur qui soit optimisé pour le hardware qu'on avait à l'époque, à savoir des processeurs, même si ça s'est beaucoup amélioré à ce moment-là, mais qui restent très peu performants, et surtout des cartes graphiques qui ne sont pas vraiment faites pour de la 3D. Elles peuvent pas vraiment assister le processeur pour afficher de la 3D à cette époque. On a donc John Carmack qui a créé un moteur qui est incroyablement bien optimisé pour le hardware de cette période. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur 3DFX, mais en gros, à la base, le jeu est fait d'une map en 2D. Je montre rapidement une image de à quoi ressemble l'éditeur du jeu. Vous le voyez, il s'agit d'une map en 2D où on choisit des éléments auxquels on ajoute des informations telles que le type de texture et la hauteur de l'axe Z. Puis à l'aide d'un système de raycasting, donc je vais pas détailler plus que ça, le jeu affiche un visuel avec un rendu en 3D. Et ce que vous voyez là, ça s'appelle de la 2,5D car visuellement on a de la 3D, mais techniquement on est sur une base de 2 dimensions. Je vais pas vous expliquer plus
plus que ça ce qui est le moteur de Doom, ça serait beaucoup trop long. Je vous invite à regarder des vidéos sur le sujet, elles expliqueront bien mieux que moi la particularité de ce moteur. Mais si je vous parle de ça, c'est tout simplement pour vous montrer à quel point c'était difficile d'avoir de la 3D à cette époque-là. Il fallait vraiment faire une optimisation incroyable pour pouvoir afficher un rendu en 3D avec le matériel de cette époque-là. Vraiment, avec ce moteur de jeu, Carmack a fait une optimisation aux petits oignons. Ça permet d'avoir un rendu en 3D qui soit fluide sur des machines qui ont vraiment du mal avec la 3D. D'ailleurs, ce moteur de jeu fonctionnait tellement bien qu'il a été repris sur plusieurs jeux, par exemple sur Heretic ou Strife. Sur ces jeux-là, à chaque fois, il était un petit peu modifié pour permettre plus de possibilités et coller un peu plus au jeu qui était prévu par les développeurs à la base, mais malgré tout, on restait sur la base du moteur de Doom. On arrive maintenant en 1995 et au niveau hardware, cette période-là, je l'appellerai la période de l'accélération 3D. Il est compliqué de savoir quelle a été la toute première carte accélératrice 3D pour le grand public. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en 95, finalement, il y a eu 3 principaux modèles. La 3D Blaster VLB de 3D Labs, ensuite on a eu la Matrox Millennium, et enfin la Rendition V1000. On va donc dire que c'est l'une de ces 3-là. Et j'en profite donc pour corriger quelque chose que j'avais dit dans ma vidéo sur 3DFX. La Voodoo n'est pas la toute première carte accélératrice 3D. Elle a été présentée en 95, mais a été commercialisée seulement en 96. Des fabricants de cartes accélératrices, c'est pas comme pour les cartes graphiques actuellement, il y en a eu plein. En plus de Matrox ou 3D Labs par exemple, on avait ATI avec les ATI Rage, ou encore Nvidia avec les Riva 128, Riva TNT, c'était des cartes accélératrices à la fois 2D et 3D. Il y a aussi bien entendu 3DFX, il y avait aussi S3 qui avait fait des cartes accélératrices, bref, des fabricants de cartes accélératrices, il y en avait vraiment beaucoup. On avait même Intel qui avait sorti une carte, la i740, à cette période-là. Pour le fonctionnement des cartes accélératrices 3D, même si elles font 3D et 2D en même temps, c'est un fonctionnement qui n'a rien à voir avec ce que je qualifierais de GPU moderne. Le tout premier GPU moderne étant la GeForce 256 que j'ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps. Les cartes accélératrices 3D finalement, elles s'occupent du mappage des textures, elles font aussi la rasterisation, elles s'occupent aussi de certains filtres, ça dépend des marques de cartes accélératrices, par exemple les filtres trilinéaires ou les filtres bilinéaires. Je crois qu'il y a même eu des cartes accélératrices qui faisaient de l'anti-aliasing, mais en gros, elles ne remplacent pas vraiment le processeur pour le calcul des graphismes. C'est encore le processeur qui fait la majorité du travail. En fin de compte, les cartes accélératrices sont juste là pour délester le processeur d'une partie de la charge. Là où les GPU modernes, finalement, ils s'occupent de tout. C'est eux qui calculent la géométrie, les fameux polygones, les textures, les effets de lumière. Maintenant, on peut même parler du ray tracing. Bref, ils calculent absolument tout ce qui est lié au graphisme. En gros, les GPU modernes sont capables de remplacer entièrement le processeur pour le calcul des graphismes. Bref, comme je le disais, on n'est absolument pas sur le même fonctionnement que les cartes accélératrices. Et quand bien même, elles sont capables de faire à la fois la 2D et la 3D. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait plutôt 2 écoles pour ce qui est des cartes accélératrices. On avait la version de 3DFX où on avait une carte qui s'occupait uniquement de l'accélération 3D et on devait relier cette carte là à une carte 2D. Ça permettait d'avoir une image que l'on soit sur de la 3D ou de la 2D. Mais on avait d'autres cartes qui intégraient directement à la fois chipset 2D et 3D sur la même carte. C'était le cas par exemple des Matrox Millennium et des cartes qu'on a eu ensuite, par exemple les 3D Rage ou encore les Nvidia Riva TNT. Ce n'est pas parce que ces cartes font à la fois 2D et 3D sur une même carte que c'est le même fonctionnement que les GPU que l'on a de nos jours. Avec les premières générations de cartes accélératrices 3D, on avait aussi besoin de technologies propriétaires pour les faire fonctionner. C'était les API destinées à chacune de ces cartes. Par exemple, pour les cartes S3, on avait le S3 Metal. Pour les cartes V1000 de rendition, on avait par exemple le R Redline qui était l'API propriétaire de rendition. Ou encore, pour le plus connu, pour les cartes de 3DFX, on avait le fameux 3DFX Glide. En réalité, on avait besoin de ces API parce que sinon, on pouvait tout simplement pas utiliser l'accélération 3D sur les jeux. Ce qui fait que en plus d'une carte, on choisissait un catalogue de jeux disponible. Mais ça a rapidement changé avec l'arrivée de Windows 95 et OpenGL ainsi que Direct 3D. Les cartes accélératrices étaient généralement compatibles avec OpenGL, ce qui fait qu'on a une meilleure disponibilité des jeux pour chacune des cartes. Les cartes accélératrices embarquaient des technologies assez différentes l'une des autres. On avait certaines cartes par exemple qui proposaient un filtrage bilinéaire, d'autres du trilinéaire et d'autres n'en proposaient même pas. Certaines faisaient aussi de la compression de textures, d'autres non, bref. Chacune de ces cartes-là était assez différente et proposait un rendu différent.
L'arrivée des cartes accélératrices 3D a permis de passer un cap au niveau de la 3D. C'est tout simplement l'arrivée de la vraie 3D. De la 3D sans triche, pas comme avec le moteur de Doom. Et pour ça, il faut une vitrine technologique. Il s'agit d'un jeu proposé par ID Software. Encore eux, il s'agit du tout premier jeu entièrement en 3D. C'est Quake, sorti en 1996. Très clairement, dans mon esprit, quand je pense au premier Quake, je pense à l'arrivée de la 3D. Dans ce jeu, absolument tout est en 3D. Les bonus, les ennemis, les décorations, même les flammes des torches sont en 3D. Bref, comme je le disais dans ma vidéo sur 3DFX, Quake était là pour dire la 3D est là, on est capable de faire tout en 3D. Forcément, vitrine technologique oblige, Quake était disponible sous plusieurs API. Par exemple, on avait le V-Quake qui était optimisé pour les chipsets 3D, rendition V1000, mais surtout on avait aussi la version OpenGL. D'ailleurs, j'en profite pour vous afficher une image qui compare un rendu sans carte accélératrice, un rendu logiciel, et de l'autre côté avec une carte 3DFX et le filtrage que proposait ces cartes, et ce sous la version OpenGL du jeu. Je pense qu'avec cette image vous comprenez le deuxième avantage d'utiliser une accélération matérielle. En plus de meilleures performances pour la 3D, on a les technologies de filtrage qui permettent d'avoir un bien meilleur rendu que si on calcule absolument tout avec le processeur. La raison est simple, c'est que ces filtrages, les processeurs étaient incapables de le faire. Et finalement c'est un petit peu en ça que c'était une vitrine technologique ce jeu là, c'est que en période de transition comme ça, il était capable de tourner sans carte accélératrice mais avec aussi. Ça permettait donc clairement de voir la différence de rendu et aussi de performance. D'ailleurs, toutes les cartes ne proposaient pas les mêmes technologies pour ce qui est du filtrage. Du coup, on choisissait aussi ces cartes en fonction des technologies embarquées. C'est amusant de voir que c'est un petit peu comme ce que l'on a actuellement avec le DLSS d'un côté pour Nvidia et le FSR qui est en open source. Dans le sens où on choisit par exemple une carte Nvidia pas uniquement pour les performances qu'elle propose, mais aussi pour les technologies qu'elle a pour avoir de meilleurs rendus. Par exemple, à cette époque-là, 3DFX avait une très bonne réputation en ce qui concerne la qualité du rendu avec les cartes Voodoo. On ne choisissait donc pas une carte de 3DFX uniquement pour les performances, mais aussi pour la qualité des graphismes que l'on avait avec ces cartes-là. On l'a vu sur Quake, l'accélération 3D nous a permis de franchir encore une fois une étape au niveau de la 3D. Sur cette période-là, on avait d'autres FPS qui étaient intéressants, j'aurais pu parler de Duke Nukem 3D par exemple, mais le problème c'est que c'était des 3D qui étaient quand même moins aboutis que ce que l'on avait sur Quake, on avait encore beaucoup d'éléments en 2D. Malgré tout, même si les cartes accélératrices ont permis de faire un bond en avant au niveau de la 3D, ça reste quand même le processeur qui travaille principalement. Si bien que si on voulait réellement gagner en performance pour faire de la 3D, eh ben, il fallait mieux changer de processeurs que de cartes accélératrices. Même si, bien entendu, les cartes accélératrices influaient aussi sur les performances. Tout ça pour dire qu'en 97 et 98, ça commence à pas mal bouger au niveau des processeurs. On a notamment l'arrivée d'un nouveau socket du côté d'Intel, c'est le fameux Slot One, avec les processeurs en format cartouche. D'ailleurs, je viens de récupérer la carte mère qui est derrière, parce que ça en est une. Regardez, on est en Slot One, avec un processeur en format cartouche. On a aussi l'apparition du port AGP, même si je crois qu'il est arrivé un petit peu avant. Et on a aussi l'arrivée de la SDRAM. Tout ça nous permet de faire un énorme bond en avant pour ce qui est des performances. Du côté d'Intel, du coup, on a eu les Pentium 2 en format cartouche, comme celui-ci, même si celui-ci c'est un Pentium 3. C'est juste pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. C'est assez différent de ce que l'on a de nos jours. On avait aussi les Celeron qui étaient sous ce format-là. C'était plutôt l'entrée de gamme des processeurs Intel. Sur le socket 7 qui faisait encore de la résistance, on avait les processeurs K7 qui étaient proposés par AMD, ainsi que certains processeurs Cyrix qui étaient encore là. 1997 annonce aussi le retour en force de Nvidia. Après un échec qu'ils avaient eu en 95 avec leur première puce, la NV1, Nvidia revient avec le NV3 de la Riva 128. C'était une carte accélératrice qui faisait à la fois 2D et 3D. Nvidia avait fait un très bon retour grâce à leur Riva, notamment parce qu'elle permettait des résolutions plus hautes que la concurrence. Par exemple, les cartes de 3DFX avaient généralement une résolution disponible qui était plus faible que celle de Nvidia. Malgré tout, au niveau des performances, les cartes d'Nvidia étaient un petit peu en retrait des cartes de 3DFX. D'ailleurs, à cette période-là, on a les cartes Voodoo 2 qui sont simplement une amélioration des Voodoo 1. Mais si je vous en parle, c'est parce que c'est la toute première carte à proposer du SLI. Et oui, comme j'avais dit dans la vidéo sur 3DFX, le SLI à la base c'est une technologie de 3DFX. Pour revenir à la Riva, finalement elle avait bien marché, notamment parce qu'elle avait une très bonne compatibilité avec Direct 3D. Ça lui permettait d'avoir beaucoup de jeux qui étaient compatibles et qui fonctionnaient avec cette carte-là, c'était vraiment un point fort pour cette carte. Du côté d'ATI, on avait aussi les 3D Rage 128, ici c'est une 3D Rage Pro en version All-in-Wonder avec le tuner TV, mais c'est la même gamme finalement. Toutes ces améliorations finalement, que ce soit au niveau processeur ou même carte accélératrice, nous permet d'avoir une 3D qui va beaucoup plus loin.
Sur la période 97-98, vraiment on a une énorme amélioration, encore une fois, de ce qu'était la 3D dans les jeux. On commence avec Quake 2, vous pouvez voir que c'est bien mieux fait que le premier, on a des effets de lumière qui sont bien plus fins, on a une 3D qui est encore plus poussée, on a tout qui est en 3D encore une fois dans le jeu, et on a même les explosions qui sont en 3D, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Et c'est encore un jeu qui était disponible sur plusieurs API étant donné que c'était encore sur des cartes accélératrices. Si je me rappelle bien, il était compatible Glide, OpenGL ainsi que Direct 3D. On pouvait le faire fonctionner aussi de manière logicielle, c'est-à-dire qu'il n'utilisait pas d'accélération 3D. On passe d'ailleurs rapidement sur Unreal qui est sorti en 98, je voulais juste vous montrer qu'il fonctionnait aussi de manière logicielle. Je vous montre juste un screenshot du même endroit à gauche avec l'accélération matérielle et à droite quand on le fait fonctionner de manière logicielle. Ça me fait un petit peu l'effet des vidéos avec RTX On et RTX Off. D'ailleurs on voit qu'avec des jeux comme Unreal ou même Half-Life que je remontrerai pas, j'en ai déjà assez parlé dans ma vidéo sur 3DFX, on voit que à ce moment-là la 3D est vraiment maîtrisée. Et vraiment c'est impressionnant de voir le chemin qui a été parcouru en seulement 10 ans. On était clairement dans une époque où tout allait beaucoup plus vite qu'actuellement. Et je pense que c'est un petit peu pour ça que j'ai du mal à m'emballer pour les technologies actuelles en termes de graphisme. J'ai l'impression qu'on avance à pas de fourmi, là où pendant cette période on avançait à pas de géant. Je veux dire qu'en moins de 10 ans on est passé de ça, Overtank 3D, à ça, Unreal quoi. Alors qu'à l'heure actuelle par exemple, le ray tracing ça fait 4 ans qu'il est disponible pour le grand public, pourtant c'est toujours la galère pour avoir des jeux qui l'exploitent correctement, de manière à ce que ce soit vraiment visible et surtout sans trop de perte de performance. Alors que dans les années 90, en moins de 10 ans, on est littéralement passé d'un monde en 2D à une 3D qui est carrément maîtrisée. On arrive maintenant en 1999 et on peut clairement dire qu'à ce moment-là, la 3D est maîtrisée et surtout installée sur nos machines. On arrive maintenant à la dernière étape de cette vidéo, c'est l'arrivée de la GeForce 256. Nvidia nous l'a vendu comme étant le tout premier vrai GPU et c'est pas vraiment que du marketing contrairement à ce que certains ont pu me dire. Cette carte là est très différente de ce que l'on avait pu avoir avec les cartes accélératrices. C'est d'ailleurs ce genre de carte et même précisément celle-ci qui va signer la fin de 3DFX. La principale avancée c'est le Transform and Lighting. Pour ce qui est la partie Transform, c'est tout ce qui est géométrie, les fameux polygones. En gros cette carte là à l'aide de DirectX 7, plutôt Direct 3D 7 est capable de calculer tout ce qui est polygone. C'est elle aussi qui est capable de gérer les différents effets de lumière. Et je pense que vous l'aurez compris, en gros cette carte graphique est capable de carrément remplacer tout ce que faisait le processeur au niveau des graphismes. Je pense clairement que c'était la dernière étape au niveau hardware pour dire que la 3D était maîtrisée sur nos PC. Depuis cette carte-là, il y a eu d'autres avancées qui ont été faites, mais finalement, à ce moment-là, on a quasiment tout ce qui fait la 3D moderne. Mais le paradoxe, comme souvent avec les nouvelles technologies, c'est que à la sortie de cette carte-là, cette avancée s'est faite plutôt discrète. Il n'y avait quasiment pas de jeux qui étaient compatibles DirectX 7 et donc quasiment pas de jeux qui profitaient du Transform and Lighting. Mais même sans ça, c'était une carte qui proposait d'excellentes performances et qui était plutôt bon marché. Là où les cartes accélératrices 3D commençaient à être finalement limitées par leur technologie et surtout elles coûtaient assez cher à produire. Notamment la célèbre Voodoo 5 avec ses 2 puces VSA 100 qui était extrêmement chère à produire. Et en plus de ça, elle était moins performante que ce genre de carte là. Et depuis cette époque-là, il n'y a pas eu tant de grosses avancées que ça au niveau de la 3D. On peut parler de l'arrivée de DirectX 9 qui a grandement amélioré le rendu qu'on avait visuellement. On avait aussi les cartes compatibles avec DirectX 10 qui apportaient un autre traitement des effets de lumière. Je me rappelle sur Crysis, c'était assez visible. On a eu les cartes compatibles DirectX 11 qui ont apporté la tessellation qui permettait d'avoir beaucoup plus de polygones affichés. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, j'en parle rapidement. Et enfin, on pourrait dire que dernièrement, on a l'arrivée du ray tracing qui est encore une nouvelle étape pour la 3D. Et d'ailleurs le ray tracing j'en ai parlé aussi dans une de mes vidéos et je trouve que malheureusement c'est une avancée qui peine un petit peu à se mettre en place. Bref, vous l'aurez compris, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu parce que cette vidéo m'a demandé énormément de travail. C'est assez dur de trouver des informations fiables sur ce genre de matériel, donc j'ai eu énormément de recherches à faire. En plus de ça, je pense que vous en rendez compte au niveau de l'image, ça a changé, j'ai une qualité d'image qui est meilleure, c'est normal, je filme avec quelque chose de bien plus adapté que mon téléphone. Du coup, ça m'a demandé un temps d'adaptation, d'ailleurs j'ai eu quelques problèmes au niveau du son, je pense que vous l'entendez, le son est pas tout à fait comme sur mes autres vidéos. Donc si vous voulez m'aider à la mettre en avant, n'hésitez pas à mettre le hashtag 3D dans les commentaires, ça m'aidera pas mal pour le référencement. Et ouais, je pompe un petit peu sur Jigfio. N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux liés à la chaîne, le Discord aussi, j'ai mis le lien dans la description. N'oubliez pas aussi le site de Aria Gaming, je vous ai mis le lien dans la description, d'ailleurs cette vidéo devrait apparaître dans son article. Bref, en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la
prochaine vidéo.